Quand ma fille m'a dit de trouver un autre endroit où mourir, que je ne servais plus à rien, j'ai fait mes valises comme la mère obéissante que j'avais toujours été. 3 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau d'un avocat, découvrant que mon mari, soi-disant aimant, avait joué la plus longue partie d'échecs de l'histoire. Chloé allait apprendre que parfois, le pion devient la reine. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi d'où vous me regardez. Laissez-moi vous raconter comment je suis passée de veuve sans abri à la femme qui détient toutes les cartes. Parce que ma chérie, cette histoire a plus de rebondissements qu'un roman à suspense. Il y a 2 mois, j'étais Martine Dubois, l'épouse dévouée de Pierre depuis 43 ans et la mère d'une fille d'une ingratitude spectaculaire. Quand Pierre est mort d'une crise cardiaque à 71 ans, j'ai cru que mon monde s'effondrait. Chloé a fondu sur moi pendant mon deuil tel un vautour en vêtements de marque, roucoulant sur combien cela devait être difficile pour moi. Maman, tu ne peux pas gérer cette grande maison toute seule, avait-elle dit, sa voix suintant une fausse inquiétude. Les escaliers, l'entretien, tous ces souvenirs. Ce n'est pas sain. J'aurais dû voir le calcul derrière son inquiétude. Chloé avait toujours été la préférée de Pierre, sa petite princesse qui ne pouvait jamais mal faire. Quand elle a épousé ce banquier d'affaires, Julien, et a commencé à produire des petits-enfants, Pierre les a tous choyés. Pendant ce temps, j'étais juste la femme qui cuisinait, nettoyait et s'assurait que tout fonctionnait sans accroc. Après les funérailles, Chloé est devenue de plus en plus insistante sur ma situation. Elle amenait Julien pour des dîners de famille où il me coinçait avec des dépliants d'agences immobilières et des brochures de résidences pour seniors. Maman, ces endroits sont merveilleux. Tu aurais des gens de ton âge, des activités, aucune responsabilité. Ce qu'il voulait dire, c'était pas d'héritage à diviser, pas de mère encombrante à gérer. Le coup de grâce est tombé mardi dernier. Je vivais dans ce que Chloé appelait maintenant « notre maison », depuis 6 semaines après la mort de Pierre, dormant toujours dans la chambre d'amis parce que je ne pouvais pas supporter de vider notre chambre. Chloé est arrivée à l'improviste avec Julien et 2 grandes valises. Maman, nous avons pris une décision. Julien a eu sa promotion et nous devons emménager en ville immédiatement. Cette maison est parfaite pour nous. Je l'ai regardée, ne comprenant pas tout à fait. Emménager ? Mais c'est ma maison. Le masque de Chloé a glissé un instant, révélant le froid calcul en dessous. En fait, maman, d'après le testament de papa, j'ai tout hérité. La maison, les placements, tout. Je te laissais rester ici par gentillesse, mais il est temps pour toi de trouver ton propre logement. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Chloé, il doit y avoir une erreur. Aucune erreur. Papa savait que je prendrais mieux soin de son héritage que tu ne le pourrais jamais. Tu n'as jamais rien compris à l'argent ou aux investissements. Tu n'étais que l'épouse. Juste l'épouse. 43 ans réduits à ces 3 mots. C'est laquelle a porté le coup fatal. Trouve un autre endroit où mourir. Tu ne sers plus à rien maintenant. J'ai fait mes bagages en un clin d'œil. 43 ans de mariage tenant dans 2 valises et une petite boîte de photos. Chloé regardait depuis l'embrasure de la porte, vérifiant sa montre comme si je la mettais en retard pour quelque chose d'important. Il y a une belle résidence pour seniors sur l'avenue Gambetta, a-t-elle offert avec l'enthousiasme de quelqu'un recommandant un bon restaurant. Très abordable. Je suis sûre qu'ils ont des places. Abordable. Ma fille héritait de 30 millions d'euros et elle me suggérait de m'inscrire dans ce qui était essentiellement un hospice pour personnes âgées sans ressources. Julien a chargé mes valises dans leur BMW avec l'efficacité de quelqu'un qui se débarrasse de détritus. Martine, vous allez adorer retrouver votre indépendance, a-t-il dit, sans vraiment croiser mon regard. Plus de soucis d'entretien de la maison ou de taxes foncières. Plus de maison du tout, voulait-il dire. Alors que nous nous éloignions, j'ai regardé ma maison, la maison de Pierre, la maison de Chloé maintenant, disparaître dans le rétroviseur. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais passé 4 décennies à faire de cette maison un foyer, à organiser les fêtes d'anniversaire de Chloé, à soigner Pierre pendant sa maladie, à entretenir chaque détail qui lui tenait à cœur. Maintenant, on me conduisait à un hôtel bas de gamme comme une invitée indésirable qui avait abusé de l'hospitalité. L'hôtel du commerce était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre d'un endroit facturant 45 € la nuit.
Des murs fins, des serviettes encore plus fines, et une moquette qui avait connu de meilleures décennies. Chloé m'a tendu 200 € en liquide comme si elle donnait un pourboire à une femme de chambre. Ça devrait te couvrir pour quelques jours le temps que tu t'installes, a-t-elle dit. Je demanderai à Julien de virer de l'argent sur ton compte une fois qu'on aura trié les papiers de papa. Un peu d'argent de mon propre héritage. Après leur départ, je me suis assise sur le matelas affaissé et j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer. En l'espace de 3 heures, j'étais passée de veuve en deuil à personne âgée sans abri. La femme que j'avais élevée, aimée et pour qui je m'étais sacrifiée m'avait jetée comme une ordonnance périmée. Mais alors que j'étais assise là, dans cette chambre d'hôtel déprimante, quelque chose a commencé à me tracasser. Pierre avait toujours été méticuleux dans ses affaires, obsessionnellement organisé pour les documents importants. Il m'avait montré le testament des années auparavant, expliquant ses volontés, s'assurant que je comprenais tout, et j'étais absolument certaine que ce n'était pas ce qu'il disait. Pierre avait été beaucoup de choses, traditionnel, parfois têtu, occasionnellement condescendant sur les questions d'argent, mais il n'était pas cruel. L'homme qui m'avait tenu la main à la mort de ma mère, qui m'avait surprise avec des fleurs à chaque anniversaire, ne m'aurait pas laissé sans le sou. Le lendemain matin, j'ai utilisé le Wi-Fi de l'hôtel pour chercher l'avocat de Pierre, maître Bernard Leclerc, le même avocat qui avait géré l'achat de notre maison et diverses affaires au fil des ans. Son cabinet était en centre-ville, un trajet en bus de 20 minutes qui m'a coûté une partie de mon précieux argent liquide, mais qui semblait nécessaire. Maître Leclerc était un homme distingué d'environ 70 ans avec des yeux bienveillants derrière des lunettes cerclées de fils. Quand sa secrétaire a annoncé que Madame Dubois était là concernant la succession de son mari, il a semblé véritablement surpris. « Martine, ma chère, je me demandais quand vous viendriez. J'ai essayé d'appeler chez vous plusieurs fois, mais Chloé m'a dit que vous étiez en voyage. » « En voyage ? » C'est ce que ma fille lui avait dit. « Maître Leclerc, je dois vous poser une question sur le testament de Pierre. » Il a semblé perplexe. « Bien sûr. Chloé ne vous a pas fourni votre copie ? » Je lui ai donné l'original et plusieurs copies après la lecture. Mon estomac s'est noué. Il y a eu une lecture du testament ? Martine, vous étiez censée être là. Chloé a dit que vous étiez trop bouleversée, qu'elle s'occuperait de tout et s'assurerait que vous receviez votre héritage. Le sang a quitté mon visage alors que la réalité me frappait. Maître Leclerc, on ne m'a jamais parlé d'une quelconque lecture. Chloé m'a dit qu'elle héritait de tout. L'expression de Maître Leclerc est passée de la confusion à l'alarme. Il a attrapé un épais dossier. Ses mouvements sont soudain devenus urgents. Martine, c'est impossible. Le testament de votre mari est très spécifique concernant votre héritage. Il a sorti un document. J'ai reconnu la signature soignée de Pierre en bas. Attesté et notarié. Mais alors que Maître Leclerc commençait à lire, j'ai réalisé que Chloé avait menti sur tout. Moi, Pierre Dubois, saint de corps et d'esprit, lègue par la présente à ma femme bien-aimée Martine Dubois ce qui suit, notre résidence principale au 847 rue des Chênes, y compris tout le mobilier et les effets personnels. De plus, je lui laisse 70% de tous les actifs financiers, placements et comptes, totalisant environ 21 millions d'euros. Ma tête a commencé à tourner. 21 millions d'euros. La maison, 70% de tout. Maître Leclerc a continué à lire, sa voix devenant plus sérieuse. À ma fille, Chloé Fournier, née Dubois. Je lui laisse 9 millions d'euros qui seront détenus en fiducie, avec des distributions commençant à son 45e anniversaire, sous réserve de la manière dont elle traitera sa mère après mon décès. Sous réserve de la manière dont elle me traiterait. Pierre avait su. D'une manière ou d'une autre, il avait su exactement ce que Chloé essaierait de faire. Maître Leclerc, ai-je chuchoté. Chloé m'a dit que je n'héritais de rien. Elle a emménagé dans ma maison. Elle m'a donné 200 € et m'a suggéré de trouver une résidence pour seniors. Le visage de l'avocat âgé a rougi de colère. Martine, ce que Chloé a fait s'appelle de l'abus de faiblesse et de l'escroquerie. Elle a commis plusieurs délits graves. Mais elle avait des documents légaux. Elle m'a montré des papiers. Falsifiés, très probablement, ou des documents d'une version antérieure. Votre mari a mis à jour son testament 6 mois avant sa mort,
précisément parce qu'il était préoccupé par l'attitude de Chloé envers l'argent et son sentiment que tout lui était dû. La pièce tournait. Toutes ces fois où Chloé avait balayé mes opinions, m'avait coupé la parole pendant les dîners de famille, levé les yeux au ciel quand j'essayais de participer aux conversations sur leurs vacances coûteuses ou les affaires de Julien. Pierre avait observé, évalué, pris des décisions. Il y a plus, Martine. La clause de fiducie pour Chloé stipule spécifiquement que si elle ne parvient pas à vous traiter avec respect et dignité après ma mort, la totalité des 9 millions d'euros vous revient à la place. Je l'ai regardé, choqué. Vous voulez dire que... Je veux dire que votre fille vient de se coûter 9 millions d'euros. Son héritage est maintenant le vôtre aussi. Vous n'héritez pas de 21 millions, Martine. Vous héritez de 30 millions, plus la maison et tous les biens personnels. L'ironie était si parfaite qu'elle en était presque drôle. Chloé avait été si pressée de réclamer son héritage qu'elle avait déclenché la clause exacte conçue pour me protéger de sa cupidité. Que dois-je faire maintenant ? Ai-je demandé, ma voix à peine stable. Maître Leclerc a souri, et pour la première fois depuis la mort de Pierre, j'ai vu une véritable chaleur dirigée vers moi. Maintenant, ma chère, nous appelons la police pour l'escroquerie. Et puis nous appelons Chloé pour l'informer qu'elle est sur le point de recevoir le choc de sa vie. Peut-elle contester ça ? Avec quel argent ? Elle est sur le point de découvrir que chaque compte qu'elle pensait contrôler vous appartient en réalité. Chaque investissement, chaque compte bancaire, chaque actif sauf votre maison est gelé en attendant l'enquête sur ses activités frauduleuses. J'ai pensé à Chloé dans ma maison, probablement déjà en train de planifier des rénovations, d'acheter de nouveaux meubles avec de l'argent qu'elle croyait être le sien. Julien calculait probablement comment l'héritage affecterait son portefeuille d'investissement. Il n'avait aucune idée que dans environ 6 heures, leur monde entier allait imploser. Le bureau de Maître Leclerc est devenu le centre de commandement pour ce qu'il a joyeusement appelé « l'opération justice ». Il a contacté la police, les banques et un détective privé pendant que j'étais assise dans son fauteuil en cuir, encore en train de digérer l'ampleur de la tromperie de Chloé. Les faux documents sont assez sophistiqués, a expliqué le lieutenant Moreau en examinant le faux testament que Chloé m'avait montré. Ce n'était pas un crime improvisé. Quelqu'un a planifié cela avec soin. Vous pensez que Chloé a eu de l'aide, ai-je demandé. Presque certainement. Créer des faux documents légaux convaincants nécessite des connaissances et des relations spécifiques. Nous devrons enquêter pour savoir si Julien ou quelqu'un de son réseau financier était impliqué. En 2 heures, chaque compte a été gelé. Les cartes de crédit de Chloé, liées à ce qu'elle pensait être ses nouveaux comptes d'héritage, ont été refusées. Les services publics de la maison, qu'elle avait déjà transférés à son nom, ont été suspendus en attendant la vérification de la propriété. Mon téléphone a sonné à 15h47 précise. Le nom de Chloé s'est affiché à l'écran. Maman, où es-tu ? Il y a une sorte de confusion avec les comptes bancaires. Ils disent que les actifs de papa sont gelés. Allô, Chloé. Je suis dans le bureau de Maître Leclerc. Tu te souviens de lui ? L'avocat de papa, celui qui a lu le vrai testament dans une pièce vide pendant que tu lui disais que j'étais en voyage. Silence, puis, maman, je ne sais pas ce que tu penses avoir découvert, mais... J'ai découvert que tu es une menteuse et une voleuse, ma chérie. J'ai aussi découvert que ton père était bien plus intelligent que nous ne le pensions toutes les deux. Tu ne comprends pas. Je te protégeais de la complexité de la gestion de tout cet argent. Tu n'as jamais eu à gérer des investissements. Oh, je comprends parfaitement. Tu as falsifié des documents légaux, commis une escroquerie et mis ta mère de 67 ans à la porte de sa propre maison parce que tu pensais que j'étais trop stupide pour le remarquer. Sa voix est devenue sèche, désespérée. Maman, tu es confuse. Le chagrin a été accablant, et quelqu'un profite manifestement de ton état émotionnel. L'audace était à couper le souffle. Même prise la main dans le sac, Chloé essayait de me manipuler. Chloé, ma chérie, laisse-moi clarifier quelque chose pour toi. Non seulement tu n'as jamais rien hérité, mais ton véritable héritage, les 9 millions que ton père t'a laissés, est maintenant à moi aussi, grâce à une charmante clause qu'il a incluse sur le fait de me traiter avec dignité et respect. C'est impossible.
Le lieutenant Moreau est assise juste ici si tu souhaites discuter de l'impossibilité des accusations d'escroquerie avec elle. Le téléphone est devenu silencieux. Je pouvais presque entendre l'esprit de Chloé s'emballer, calculer, chercher un angle. Maman, s'il te plaît, pouvons-nous nous rencontrer quelque part et parler de ça raisonnablement? Je suis sûre que nous pouvons trouver un arrangement. Oh, nous nous rencontrerons certainement bientôt, au tribunal, lors de ta mise en examen. Tu n'oserais pas porter plainte contre ta propre fille. Quelque chose de froid et de définitif s'est cristallisé dans ma poitrine. Regarde-moi faire. J'ai raccroché et j'ai regardé Maître Leclerc, qui rayonnait d'approbation. Combien de temps avant qu'elle soit arrêtée? Le lieutenant Moreau a suffisamment de preuves pour un mandat. Ils l'arrêteront ce soir. Et Julien? Ses dossiers financiers sont en cours de réquisition. S'il a participé à la création de ces documents, il fera face à des accusations également. Mon téléphone a vibré avec un texto de Chloé. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pense aux petits-enfants. J'ai montré le message au lieutenant Moreau, qui a souri d'un air sombre. Manipulation émotionnelle, schéma comportemental classique pour ce type de crime. J'ai répondu, j'y pense. Ne mérite-t-il pas de voir ce qui arrive quand on vole sa famille? 20 minutes plus tard, Julien a appelé. Martine, nous pouvons sûrement résoudre cela en privé. Chloé a pris de mauvaises décisions, mais impliquer la police semble excessif. Julien, l'as-tu aidé à falsifier ces documents? Ce n'est pas. Martine, vous devez comprendre la pression sous laquelle Chloé se trouvait. Elle s'inquiétait de votre état mental, de votre capacité à gérer de grosses sommes d'argent. Donc c'est un oui. Ce n'était pas malveillant. Elle croyait sincèrement qu'elle vous protégeait. En me jetant hors de ma maison et en me disant de trouver un endroit où mourir. Julien est resté silencieux. Julien, voici ce qui va se passer. Vous allez tous les deux être arrêtés. Vous allez tous les deux faire face à des accusations d'escroquerie en bande organisée. Et je serai assise dans ma maison, à regarder tout ça se dérouler. Martine, s'il vous plaît, soyez raisonnable. J'ai été raisonnable pendant 43 ans. Ça ne m'a pas bien réussi. La police a arrêté Chloé à 20h30 alors qu'elle dînait au Céladon, célébrant apparemment son héritage avec Julien et un autre couple. Selon le lieutenant Moreau, elle a crié à l'arrestation abusive et a exigé d'appeler son avocat, qui s'est avéré être un partenaire de golf de Julien et n'avait aucune expérience en droit pénal. Julien a été arrêté à son bureau le lendemain matin. L'expert comptable judiciaire avait retracé les faux documents jusqu'à une imprimerie que la société de Julien utilisait pour créer des prospectus d'investissement frauduleux. Apparemment, mon gendre avait un casier judiciaire assez fourni que Chloé ignorait ou choisissait d'ignorer. J'ai passé ma première nuit de retour dans ma maison en 43 ans, dormant dans la chambre principale. Chloé avait déjà déménagé ses affaires dans l'espace, remplaçant l'organisation soignée de Pierre par son chaos de vêtements de marque et de cosmétiques coûteux. J'ai tout mis dans des sacs poubelles et les ai laissés sur le perron. Qu'elle les récupère quand elle paiera sa caution. La maison semblait différente maintenant, non pas parce que Pierre était parti, mais parce que je la voyais enfin comme la mienne. Pendant des décennies, je l'avais entretenue comme le sanctuaire de Pierre, conçu selon ses préférences, ses besoins, sa vision de la façon dont nous devrions vivre. Maintenant, en regardant autour de moi avec des yeux clairs, j'ai réalisé à quel point peu de moi avait jamais été reflété dans ces pièces. Cela allait changer. Maître Leclerc a appelé vers midi avec des nouvelles. La caution de Chloé est fixée à 50 000 €. Comme tous ses comptes sont gelés, elle devra trouver quelqu'un d'autre pour la couvrir. Et Julien? 200 000 €. Apparemment, le juge n'a pas été impressionné par son historique de crimes financiers. Qui aurait cru que votre gendre faisait l'objet d'une enquête pour délit d'initié? Je ne le savais certainement pas. Mais encore une fois, j'avais été exclue de la plupart des discussions financières familiales. Chloé et Julien m'avaient toujours parlé comme si j'étais une enfant quand il s'agissait d'argent, simplifiant des concepts qu'ils supposaient que je ne pouvais pas comprendre. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point j'avais réellement compris. Maître Leclerc, je veux faire quelques changements dans la maison. Chloé avait des entrepreneurs prêts à rénover.
J'aimerais poursuivre certains de ces plans, mais avec ma propre vision. Excellente idée. C'est votre maison maintenant, Martine. Faites tout ce qui vous rend heureuse. Ce qui me rendait heureuse, réalisais-je, était l'idée de défaire chaque supposition que Chloé avait faite sur mon héritage. Elle prévoyait de vider la cuisine, de remplacer les parquets et de convertir le bureau de Pierre en cave à vin. J'allais transformer le bureau en atelier d'art et les plans de la cave à vin en bibliothèque. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Madame Dubois, ici Jeanne Morel de BFM TV. Nous croyons comprendre que vous êtes victime d'une importante affaire d'escroquerie sur personne âgée impliquant votre fille. Seriez-vous prête à partager votre histoire ? La nouvelle se répandait. Dans une ville de cette taille, l'arrestation d'un banquier d'affaires de premier plan et de sa femme pour avoir escroqué sa belle-mère âgée était une information. Mademoiselle Morel, j'apprécie votre intérêt, mais je ne suis pas prête à faire de déclaration publique. Je comprends que cela doit être difficile, mais votre histoire pourrait aider d'autres personnes âgées à reconnaître les signes avant-coureurs d'abus financiers familial. Elle avait raison. Combien d'autres femmes de mon âge étaient manipulées par des enfants adultes qui les voyaient comme des obstacles gênant à un héritage ? Si je décide de raconter mon histoire, aurai-je le contrôle sur la façon dont elle est présentée ? Absolument. Nous pourrions organiser une interview où vous auriez l'approbation du montage final. J'ai pensé à Chloé, probablement assise dans une cellule en ce moment même, croyant toujours que tout cela n'était qu'un malentendu dont elle pourrait se sortir par son charme. Mademoiselle Morel, laissez-moi vous rappeler. J'ai peut-être une sacrée histoire à raconter. Après avoir raccroché, je me suis versé un verre du vin cher que Julien nous avait envoyé pour Noël. Un vin que je buvais apparemment maintenant dans ma propre maison, acheté avec mon propre argent, tout en envisageant d'humilier publiquement ma fille à la télévision. La vie avait certainement pris un tournant intéressant. La sonnette a retenti à 7 heures du matin précise. À travers la fenêtre, j'ai pu voir Chloé sur mon perron, portant les vêtements de la veille et ayant l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une nuit. Elle avait payé sa caution, d'une manière ou d'une autre. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Maman, s'il te plaît. Nous devons parler. Nous avons parlé hier. Tu m'as dit de trouver un autre endroit où mourir. J'ai trouvé un endroit où vivre à la place. Les yeux de Chloé étaient rougis. Son sang-froid habituel était complètement brisé. J'ai fait des erreurs. De terribles erreurs. Mais je suis toujours ta fille. Vraiment ? Parce que les filles ne falsifient généralement pas de documents légaux pour voler l'héritage de leur mère. Je ne volais pas. J'étais. Elle s'arrêta, luttant clairement pour trouver des mots qui ne sonnaient pas criminels. Tu étais quoi, Chloé ? J'essayais de te protéger de prendre de mauvaises décisions financières. Tu n'as jamais géré de grosses sommes d'argent. Même maintenant, même après avoir été arrêtée pour escroquerie, elle ne pouvait pas admettre la vérité. Dans l'esprit de Chloé, elle était toujours la victime de mes attentes déraisonnables. Chloé, laisse-moi te raconter quelque chose que ton père m'a dit 6 mois avant de mourir. Il a dit qu'il s'inquiétait de ton sentiment que tout était dû, de ton attitude envers l'argent et de la façon dont tu traitais les gens que tu considérais comme inférieurs à toi. Son visage est devenu pâle. Papa n'a jamais dit ça. Il a dit que tu lui rappelais sa sœur, Éléonore. Belle, charmante et complètement incapable de penser à quelqu'un d'autre qu'à elle-même. Il m'a dit qu'il changeait le testament spécifiquement parce qu'il avait peur de ce que tu me ferais si tu avais le contrôle. C'est un mensonge. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré un enregistrement vocal. En fait, non. Ton père a enregistré un message vidéo expliquant sa décision, à diffuser si jamais tu contestais le testament ou si tu me traitais mal après sa mort. Chloé a regardé le téléphone comme si c'était un serpent venimeux. Il savait, ma chérie. Il savait exactement qui tu étais sous tout ce charme. La seule chose qu'il n'avait pas prédite, c'est jusqu'où tu irais réellement. Joue-le, a-t-elle murmuré. J'ai touché l'écran et la voix de Pierre a empli l'air matinal, claire, mesurée et absolument dévastatrice. Si tu entends ceci, Chloé, cela signifie que mes craintes concernant ton caractère étaient justifiées. J'espérais avoir tort.
J'espérais que ma fille avait plus d'intégrité que je ne le soupçonnais. Mais si Martine diffuse cet enregistrement, cela signifie que tu m'as donné raison de la pire manière possible. Chloé s'est effondrée sur les marches du perron alors que la voix de Pierre continuait. J'ai passé 43 ans à regarder ta mère sacrifier ses rêves, ses ambitions, son indépendance pour prendre soin de notre famille. Elle a fait des petits boulots pour aider à payer tes études pendant que je montais mon entreprise. Elle a reporté sa propre éducation, a renoncé à des opportunités de carrière et s'est investie pour être l'épouse et la mère dont elle pensait que nous avions besoin. L'enregistrement a continué pendant 3 minutes de plus, chaque mot soigneusement choisi. Chaque phrase un scalpel tranchant à travers les justifications et les auto-illusions de Chloé. Au moment où tu entendras ceci, tu auras découvert que maltraiter ta mère t'a tout coûté. J'espère que ça en valait la peine. Quand ça s'est terminé, Chloé pleurait. Pas les jolies larmes qu'elle utilisait pour manipuler les gens depuis l'enfance, mais des sanglots laids et brisés. Il me détestait, a-t-elle chuchoté. Non, Chloé, il t'aimait assez pour espérer que tu lui prouverais qu'il avait tort. Tu as choisi de lui prouver qu'il avait raison à la place. Elle a levé les yeux vers moi, le mascara striant ses joues. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu fais face aux conséquences de tes choix. Les accusations d'escroquerie, l'enquête, l'humiliation publique quand cette histoire fera la une des journaux. Les journaux? BFM TV veut m'interviewer sur l'abus financier envers les personnes âgées. Je pense dire oui. Le visage de Chloé s'est complètement décomposé. Maman, s'il te plaît, pense à ce que cela fera aux petits-enfants, à la carrière de Julien, à toute notre famille. J'y pense. Je pense au fait que tu n'as pensé à aucune de ces choses quand tu as décidé de commettre plusieurs délits graves. Elle s'est levée lentement, l'air plus âgé et plus défaite que je ne l'avais jamais vue. Je sais que tu ne le croiras pas, mais je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je voulais juste l'argent. Je voulais la sécurité, le statut. Je voulais ne plus jamais avoir à m'inquiéter de rien. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Chloé disait la vérité. Je te crois, ma chérie. Mais vouloir quelque chose ne justifie pas de détruire des gens pour l'obtenir. Elle a hoché la tête, les larmes coulant toujours. Que puis-je faire pour arranger ça? Tu peux commencer par admettre que ce que tu as fait était mal. Pas mal avisé, pas protecteur, pas compliqué. Mal, c'était mal. C'était complètement et impardonnablement mal. Et ensuite, tu peux faire face aux conséquences qui viendront avec une certaine dignité au lieu d'essayer de t'en sortir par la manipulation. Chloé m'a regardé un long moment, voyant peut-être pour la première fois non pas la mère soumise qu'elle avait toujours connue, mais la femme qui venait de la déjouer complètement. Je l'ai mérité, n'est-ce pas? Oui, Chloé. Tu l'as absolument mérité. 3 jours après la confession de Chloé sur le perron, la mère de Julien s'est présentée à ma porte. Éléonore Fournier était tout ce à quoi je m'attendais, parfaitement coiffée, couverte de bijoux et dégageant le genre d'assurance que seules 3 générations de richesse héritée peuvent donner. Martine, nous devons discuter de cette situation de manière rationnelle. Je l'ai invitée à entrer, curieuse de voir quelle version de la réalité la famille Fournier avait construite pour expliquer les accusations criminelles de leur fils. Éléonore s'est installée dans mon salon comme si elle m'accordait une audience. Julien a fait de mauvais choix, évidemment, mais le poursuivre en justice semble plutôt vindicatif, ne trouvez-vous pas? Vindicatif? Votre fils a aidé à voler mon héritage et m'a mise à la porte de ma propre maison. Julien suivait les ordres de Chloé. Il ne comprenait pas toute la situation. La femme essayait réellement de blâmer ma fille pour le comportement criminel de son fils. Je devais admirer l'audace. Madame Fournier, Julien a créé de faux documents légaux. Ce n'est pas suivre les ordres de quelqu'un. C'est un complot en vue de commettre une escroquerie. L'avocat de Julien pense que nous pouvons parvenir à un accord qui profite à tout le monde. Vous récupérez votre maison, Chloé fait face à des conséquences appropriées, et Julien évite la publicité d'un procès. Des conséquences appropriées. Comme si les crimes de Chloé étaient une infraction mineure à l'étiquette. Quel genre d'accord? Éléonore a souri, croyant clairement avoir trouvé une ouverture. La famille de Julien est prête à vous dédommager pour votre désagrément.
Disons 2 millions d'euros en échange de l'abandon des charges contre Julien. 2 millions d'euros pour pardonner à l'homme qui avait aidé à me voler 30 millions. Madame Fournier, votre fils a participé à un complot qui m'a coûté tout ce que je possédais. Vous pensez que 2 millions couvrent cela? Martine, soyez réaliste. Julien a une carrière, des enfants, une réputation à maintenir. L'envoyer en prison ne sert à personne. Ça sert la justice. La façade polie d'Éléonore s'est légèrement fissurée. La justice? Vous détruisez plusieurs familles pour de l'argent que vous n'auriez de toute façon jamais su gérer. Et voilà. La même attitude condescendante qui avait empoisonné ma relation avec Chloé. Dans leur monde, j'étais juste la bonne qui s'était rebellée. Madame Fournier, je pense que nous avons terminé. Martine, s'il vous plaît, reconsidérez. 5 millions, dernière offre. 5 millions pour laisser Julien s'en tirer. Le montant était stupéfiant, mais le principe était non négociable. Ma réponse est non. Éléonore s'est levée, son sang-froid complètement retrouvé. Très bien. Mais vous devriez savoir que l'équipe juridique de Julien a trouvé des informations intéressantes sur les pratiques commerciales de votre mari. Il serait fâcheux que cela devienne public pendant le procès. La menace était claire, mais je ne ressentais aucune peur, seulement de la curiosité. Quel genre d'information? Le genre qui pourrait vous faire reconsidérer qui est le vrai criminel dans cette situation. Après son départ, j'ai immédiatement appelé Maître Leclerc. Martine, peu importe ce qu'ils pensent avoir trouvé, cela ne change rien au fait des crimes de Chloé et Julien. Mais cela pourrait-il affecter l'affaire? Potentiellement, s'ils peuvent brouiller les pistes suffisamment, créer un doute sur le caractère ou les pratiques commerciales de Pierre, cela pourrait influencer un jury. J'ai pensé à Pierre, à notre mariage, à tous les secrets qui pourraient être enfouis dans 43 ans de vie commune. Maître Leclerc, je veux tout savoir sur les affaires de Pierre. Chaque transaction, chaque partenariat, chaque irrégularité potentielle. Martine, en êtes-vous sûre? Parfois, il vaut mieux laisser le passé tranquille. La famille Fournier menace de traîner la mémoire de Pierre dans la boue pour protéger leur fils criminel. Je préfère connaître la vérité d'abord. Ce soir-là, je me suis assise dans le bureau de Pierre, mon bureau maintenant, et j'ai commencé à parcourir ses dossiers systématiquement. Pierre avait été méticuleusement organisé, chaque document daté et classé. Mais en creusant plus profondément dans ses registres commerciaux, j'ai commencé à trouver des choses qui n'avaient pas tout à fait de sens. Des paiements à des sociétés écrans, des honoraires de conseil qui semblaient excessifs, des partenariats avec des entreprises qui semblaient n'exister que sur le papier. À minuit, j'avais découvert quelque chose qui changeait tout ce que je pensais savoir sur mon mari. La détective privée recommandée par Maître Leclerc était une femme perspicace nommée Carole Lambert, spécialisée dans la criminalité financière. Elle a passé 6 heures dans le bureau de Pierre, photographiant des documents et dressant ce qu'elle appelait « le vrai portrait » de l'empire commercial de mon mari. Madame Dubois, votre mari dirigeait une opération de blanchiment d'argent sophistiquée par le biais de son cabinet de conseil. Nous parlons de millions d'euros de transactions illégales au cours de la dernière décennie. La révélation m'a frappé comme un coup physique. C'est impossible. Pierre était l'homme le plus honnête que je connaisse. Je suis désolée, mais les preuves sont accablantes. Il blanchissait de l'argent pour des familles du crime organisé en utilisant son entreprise légitime comme façade. Je regardais les documents étalés sur le bureau de Pierre. Des factures pour des services jamais rendus. Des contrats de conseil avec des entreprises qui n'existaient pas. Des échéanciers de paiement qui correspondaient à des activités criminelles connues. Depuis combien de temps cela durait-il? D'après ces dossiers, au moins 12 ans, probablement plus. 12 ans. Pendant que j'organisais des dîners et assistais à des galas de charité, mon mari facilitait des entreprises criminelles. Madame Dubois, il y a plus. Les 9 millions d'euros que Pierre a laissés à Chloé, cet argent provenait directement de fonds blanchis. Si la police découvre cela, ils saisiront tout comme produit d'une activité criminelle. La pièce a commencé à tourner. Tout, la maison, les investissements, tout. Sauf si. Sauf si quoi? Carole semblait mal à l'aise.
Sauf si l'équipe juridique de Chloé et Julien est déjà au courant et prévoit de l'utiliser comme levier. S'ils préviennent la police des crimes de votre mari, ils pourraient être en mesure de négocier l'immunité en échange de leur coopération. Ma fille et son mari n'étaient pas seulement des voleurs. Ils détenaient une arme nucléaire au-dessus de ma tête. Quelles sont mes options ? Légalement, vous pourriez contacter la police vous-même, vous présenter volontairement et espérer la clémence. Vous perdriez la plupart de l'argent, mais vous pourriez garder la maison. Et si je ne le fais pas ? Les avocats de Chloé et Julien divulgueront probablement cette information de manière stratégique. Vous perdrez tout de toute façon, mais vous ferez également face à des accusations potentielles pour avoir bénéficié sans le savoir d'une activité criminelle. J'ai pensé à la confiance suffisante d'Éléonore Fournier, à sa certitude que j'accepterais leur offre de règlement. Ils connaissaient les crimes de Pierre depuis le début. Carole, comment ont-ils découvert ça ? Julien est un banquier d'affaires. Il aurait reconnu les schémas dans les dossiers financiers de votre mari. La question est de savoir ce qu'il prévoit de faire avec cette information. Mon téléphone a sonné. Le numéro de Chloé. Maman, nous devons nous rencontrer ce soir. Il y a des choses que tu dois savoir sur papa qui changent tout. Je sais déjà, Chloé. Silence. Tu sais quoi ? Je sais pour le blanchiment d'argent. Je sais pour les liens avec le crime organisé. Je sais que tout ce que ton père nous a laissé est souillé. Maman, écoute-moi attentivement. Les avocats de Julien ont été en contact avec la police judiciaire. Ils sont prêts à nous laisser renégocier notre situation. Quel genre de renégociation ? Julien obtient l'immunité en échange d'informations sur le réseau criminel de papa. Tu gardes 5 millions d'euros et la maison. Le reste va au gouvernement. Et toi ? Les accusations d'escroquerie disparaissent. Nous sortons tous de ce pétrin. C'était brillant, d'une manière sociopathique. Chloé avait transformé ma victoire morale en son avantage stratégique. Chloé, tu me demandes de t'aider à profiter de tes crimes en exploitant les crimes de papa. Je te demande d'être pratique. L'alternative est de tout perdre et potentiellement de faire face à des accusations toi-même. J'ai regardé autour du bureau de Pierre, le voyant clairement pour la première fois. Les meubles coûteux, les livres rares, la collection d'art, tout cela acheté avec de l'argent sale. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Maman, la réunion avec la police est demain matin. L'avocat de Julien a besoin d'une réponse ce soir. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans l'obscurité du bureau de Pierre, entourée des preuves de sa double vie. 43 ans de mariage avec un inconnu, une fille qui avait hérité plus que de l'argent de son père. Elle avait hérité de son talent pour la tromperie. Mais elle avait fait une erreur cruciale. Elle avait sous-estimé qui j'étais quand j'étais dos au mur. J'ai pris le téléphone et composé le numéro de Carole Lambert. Carole, à quelle vitesse pouvez-vous m'obtenir un rendez-vous avec la police judiciaire ? J'ai une histoire à leur raconter, et je pense qu'ils vont la trouver très intéressante. La commissaire Sarah Martin ressemblait exactement à ce que le casting central commanderait pour une enquêtrice. Sérieuse, intelligente et complètement insensible au charme. Elle était assise en face de moi dans la salle de conférence de Maître Leclerc, enregistrant notre conversation et prenant des notes avec une précision mécanique. Madame Dubois, vous comprenez qu'en vous présentant volontairement, vous admettez potentiellement avoir bénéficié de produits criminels. Je comprends, mais je préfère vous dire la vérité plutôt que de laisser ma fille et son mari manipuler cette situation à leur avantage. J'ai tout exposé. Les affaires cachées de Pierre. Le complot d'escroquerie de Chloé, les falsifications de Julien et la tentative d'extorsion déguisée en offre de règlement. Votre fille croit qu'elle peut échanger des informations sur les crimes de votre mari contre une immunité pour ses propres accusations. C'est exactement ce qu'elle croit, et elle pense que je vais coopérer parce que j'ai peur de tout perdre. La commissaire Martin a souri pour la première fois. Avez-vous peur, Madame Dubois ? Commissaire Martin, il y a 2 semaines, j'étais une veuve en deuil dormant dans un hôtel bas de gamme. Aujourd'hui, je suis assise ici à avouer volontairement à des agents de police l'entreprise criminelle de mon défunt mari. La peur n'est plus mon émotion principale. Qu'est-ce que c'est, alors ? La colère.
Une colère pure et cristallisée d'avoir été manipulée par des gens qui ont sous-estimé mon intelligence pendant des décennies. Le sourire de la commissaire s'est élargi. Madame Dubois, seriez-vous prête à porter un micro ? 3 heures plus tard, j'étais assise dans mon salon avec un appareil d'enregistrement scotché à ma poitrine, attendant que Chloé et Julien arrivent pour ce qu'ils pensaient être une réunion de capitulation. Ils ont frappé à 20 heures précises, tous deux habillés comme s'ils allaient à un dîner d'affaires. Julien portait une mallette qui contenait probablement des accords d'immunité et des documents de règlement. « Maman, tu as meilleure mine que jamais », a dit Chloé en m'embrassant sur la joue comme si de rien n'était. Je me sens mieux. La clarté a cet effet. Julien a ouvert sa mallette avec l'efficacité de quelqu'un qui avait mené des négociations similaires auparavant. Martine, nos avocats ont structuré cela de manière très favorable pour vous. Vous conservez la maison, 5 millions d'euros d'actifs propres et une immunité complète contre toute accusation liée aux activités de Pierre. Actifs propres. C'est une expression intéressante. Chloé a lancé un regard d'avertissement à Julien. Maman, l'important est que nous soyons tous protégés. Le passé reste enterré et nous allons tous de l'avant. Et les 30 millions que Pierre m'a réellement laissés ? Maman, cet argent est souillé. Il ne peut pas être séparé des activités criminelles de papa. Prendre 5 millions est le meilleur résultat possible. Et vous deux ? Qu'est-ce que vous obtenez de cet arrangement ? Julien s'est penché en avant, sa confiance revenant. Nous pouvons mettre cet malheureux malentendu derrière nous. Les accusations de Chloé disparaissent. Ma réputation reste intacte et notre famille peut guérir. Malentendu. Il appelait toujours une escroquerie criminelle un malentendu. Julien, aidez-moi à comprendre quelque chose. Quand exactement avez-vous découvert les activités criminelles de Pierre ? Que voulez-vous dire ? Je veux dire, saviez-vous pour le blanchiment d'argent quand vous avez épousé Chloé ? Ou l'avez-vous découvert récemment en prévoyant de voler mon héritage ? Julien et Chloé ont échangé des regards. Martine, je ne pense pas que ce soit pertinent pour notre discussion actuelle. En fait, je pense que c'est très pertinent. Parce que si vous connaissiez les crimes de Pierre et n'avez rien dit, cela fait de vous un complice après les faits. Et si vous ne les avez découverts qu'en commettant vos propres crimes, cela vous rend remarquablement malchanceux. Le sang-froid de Chloé commençait à se fissurer. Maman, où veux-tu en venir ? Je veux en venir au fait que vous deux avez planifié cela pendant des mois, voire des années. Le faux testament, la découverte du blanchiment d'argent, même les relations de Julien avec les faussaires de documents. Rien de tout cela n'était spontané. C'est ridicule. Vraiment ? La commissaire Martin trouve cela tout à fait plausible. La couleur a quitté leurs deux visages. Commissaire Martin ? A chuchoté Julien. De la police judiciaire. Elle a été très intéressée par mon histoire d'abus de faiblesse systématique, d'escroquerie et d'extorsion. Particulièrement la partie où vous avez essayé de me faire chanter avec les crimes de mon défunt mari. Julien s'est levé brusquement, attrapant sa mallette. Martine, cette conversation est terminée. En fait, Julien, je pense qu'elle ne fait que commencer. La commissaire Martin et 2 autres agents sont entrés dans mon salon alors que Chloé et Julien restaient figés sur place. La mallette que Julien avait tenté de prendre a été immédiatement confisquée, ainsi que leurs 2 téléphones. Chloé Fournier et Julien Fournier, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse sur personne âgée et tentative d'extorsion sur un témoin. Chloé s'est tournée vers moi avec une expression de trahison absolue. Maman, comment as-tu pu faire ça à ta propre famille ? De la même manière que tu as pu falsifier des documents légaux et voler mon héritage, ma chérie. Sauf que ma manière est légale. Alors que les agents leur passaient les menottes, Julien a tenté une dernière carte désespérée. Martine, vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. Il y a des gens liés aux affaires de Pierre qui n'apprécieront pas l'attention de la police. Vous vous êtes mise en danger. La commissaire Martin a fait une pause dans la lecture de leurs droits. Monsieur Fournier, menacez-vous un témoin ? Je la préviens de la réalité de sa situation. La réalité, a dit la commissaire Martin, c'est que vous venez d'ajouter l'intimidation de témoins à vos chefs d'accusation.
Après leur départ, la commissaire Martin s'est assise en face de moi. Madame Dubois, l'avertissement de Julien n'est peut-être pas entièrement vide de sens. Votre mari était lié à des personnes dangereuses. À quel point? La famille du crime organisé Torino, principalement. Ils utilisent des entreprises légitimes pour blanchir de l'argent depuis des décennies. Le cabinet de conseil de votre mari était l'une de leurs opérations les plus réussies. Le nom ne me disait rien, mais l'expression de la commissaire me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Vous voulez dire que je suis en danger physique réel? Potentiellement. Mais il y a autre chose que vous devriez savoir sur l'opération de votre mari. Quelque chose qui change tout. La commissaire Martin a sorti un épais dossier, du genre qui suggérait des mois d'enquête. Madame Dubois, votre mari ne se contentait pas de blanchir de l'argent pour la famille Torino. Il était un informateur de la police. Pendant 12 ans, il a fourni des informations sur leurs opérations tout en semblant faciliter leur blanchiment d'argent. Le monde a basculé. Pierre travaillait pour la police, sous couverture profonde, une enquête à long terme. L'opération était si sensible que même les bureaux locaux de la police n'étaient pas informés. Votre mari nous aidait à monter des dossiers contre plusieurs familles du crime organisé. Mais l'argent était réel. La police lui a permis de conserver un pourcentage des fonds blanchis en paiement de sa coopération et pour maintenir sa couverture. Tout ce qu'il vous a laissé a été gagné grâce à une coopération légitime avec les autorités. Je l'ai regardé, essayant de digérer cette révélation. Donc, les 30 millions d'euros sont légalement à moi? Votre mari est décédé avant la fin de l'enquête, mais sa coopération sur 12 ans a directement conduit à 47 arrestations et à la saisie de plus de 200 millions d'euros d'actifs criminels. Pourquoi personne ne me l'a dit? Parce que l'enquête était en cours et parce que nous n'étions pas certains de votre implication ou de vos connaissances. Le complot d'escroquerie de votre fille et de votre gendre nous a en fait aidé à confirmer votre innocence. Chloé et Julien ne savaient rien de tout cela. Ils soupçonnaient une activité criminelle, mais ils n'avaient aucune idée de la coopération avec la police. Ils prévoyaient de me faire chanter avec des informations qui auraient en fait disculpé mon mari. L'ironie était si parfaite qu'elle en était presque poétique. Chloé avait essayé de voler mon héritage 2 fois, une fois par la fraude et une fois par le chantage basé sur des informations incomplètes. Commissaire Martin, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous récupérez votre argent, votre fille et votre gendre font face à des accusations criminelles, et vous décidez du genre de vie que vous voulez construire avec votre héritage légitime. Et le danger mentionné par Julien? La famille Torino sera trop occupée à gérer ses propres problèmes juridiques pour s'inquiéter de vous. Nous exécutons des mandats de perquisition dans 3 régions demain matin. J'ai regardé mon salon, le voyant à nouveau comme le lieu de ma résurrection plutôt que de mon humiliation. Commissaire Martin, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. À votre avis professionnel, suis-je une personne horrible pour ressentir de la satisfaction à propos de l'arrestation de Chloé? La commissaire Martin a souri. Madame Dubois, à mon avis professionnel, vous êtes une femme qui a refusé d'être une victime. Ce n'est pas horrible. C'est inspirant. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de ma maison rénovée, préparant du café pour 2. Le soleil du matin rentrait à flot par de nouvelles fenêtres qui s'ouvraient enfin correctement, illuminant des plans de travail que j'avais choisis moi-même pour la première fois en 43 ans. Bonjour, Martine. Le docteur Sarah Lambert, la sœur de Carole et ma nouvelle conseillère financière, est apparue dans l'embrasure de la porte, portant un épais dossier de rapport d'investissement. Bonjour, Sarah. Prête pour notre bilan trimestriel? Les 6 derniers mois avaient été un tourbillon de procédures judiciaires, d'interviews médiatiques et de transformations personnelles. Chloé et Julien purgeaient chacun une peine de 18 mois de prison. La couverture médiatique de leur crime avait fait de moi une sorte de célébrité dans les cercles de défense des personnes âgées. Votre portefeuille se porte à merveille, a dit Sarah en s'installant à ma nouvelle table de petit déjeuner. La fondation caritative est pleinement opérationnelle, et le fonds de bourse d'études a déjà sélectionné ses premiers lauréats. La fondation Martine Dubois pour la protection des aînés était devenue ma principale préoccupation.
En utilisant 15 millions de mon héritage, nous financions l'aide juridique pour les personnes âgées confrontées à l'abus financier familial et soutenions des changements législatifs pour renforcer les lois de protection des aînés. Des nouvelles du documentaire ? Netflix a confirmé l'accord de production. Ils veulent commencer le tournage le mois prochain. Mon histoire avait captivé l'attention des médias bien au-delà de la couverture initiale. La revanche d'une mère, une histoire vraie, était en cours de développement en tant que mini-série, dont les bénéfices iraient à des organisations de défense des personnes âgées. Et Chloé ? L'expression de Sarah est devenue prudente. Elle a encore écrit. Son avocat dit qu'elle veut s'excuser et demander pardon. Chloé m'avait écrit 17 lettres de prison. J'avais lu les premières, qui allaient de l'auto-justification au désespoir, avant de décider de ne plus les ouvrir. Certaines relations, une fois brisées, ne peuvent être réparées avec des mots. Sarah, ma position a-t-elle changé à ce sujet ? Pas selon nos conversations précédentes, mais les gens évoluent, Martine. Même les gens qui ont fait des choix terribles. J'ai pensé à la femme que j'étais il y a 6 mois. En deuil, dépendante, prête à accepter les miettes de dignité que ma famille m'offrait. Cette femme se serait peut-être sentie obligée de pardonner à Chloé, de reconstruire une relation basée sur la culpabilité et la tradition, mais cette femme avait disparu. Sarah organisait une réunion avec l'avocat de Chloé. Non pas pour se réconcilier, mais pour clarifier quelque chose. Quel genre de chose ? Je veux que Chloé comprenne que ses actions ont eu des conséquences au-delà de la sanction légale. Je veux qu'elle sache qu'elle a détruit notre relation de manière permanente et que ses enfants grandiront en sachant pourquoi leur mère est allée en prison. Cela semble dur. Bien. C'est censé être dur. Chloé a fait des choix d'adultes qui ont blessé des gens qu'elle était censée aimer. Elle ne peut pas échapper aux conséquences émotionnelles simplement parce qu'elle a écrit quelques lettres de prison. Sarah a pris des notes dans son porte-documents en cuir. Et les petits-enfants ? Chloé a demandé des visites supervisées avec eux. Ma relation avec les enfants de Chloé sera basée sur leurs choix quand ils seront adultes, pas sur les efforts de réhabilitation de leur mère. La sonnette a retenti. À travers la fenêtre, j'ai pu voir un camion de livraison avec un grand colis. Ce doit être les nouveaux meubles pour l'atelier, ai-je dit à Sarah. L'atelier d'art avait été mon projet de rénovation préféré. L'ancien bureau de Pierre était maintenant un espace lumineux et aéré où je redécouvrais mon amour pour la peinture, quelque chose que j'avais abandonné en me mariant et en assumant le rôle d'épouse et de mère de soutien. Martine, puis-je vous poser une question personnelle ? Bien sûr. Regrettez-vous parfois la tournure des événements ? Les peines de prison, l'attention des médias, la rupture familiale permanente ? J'ai réfléchi à la question en signant pour ma livraison. Il y a 6 mois, j'étais invisible, une veuve sans argent, sans maison et sans perspective. Aujourd'hui, j'étais une philanthrope millionnaire avec une fondation, un accord pour un documentaire et un but qui s'étendait bien au-delà de ma propre survie. Sarah, ma fille a essayé de voler tout ce que je possédais et de me laisser sans abri. Mon gendre a créé de faux documents et m'a menacé de chantage. Ils m'ont montré exactement qui ils étaient quand ils pensaient que j'étais impuissante à les arrêter. Mais ils sont toujours de la famille. Non, ils sont toujours de l'ADN. La famille, ce sont les gens qui vous protègent quand vous êtes vulnérable, pas ceux qui exploitent votre vulnérabilité à des fins lucratives. Sarah a fermé son porte-documents, satisfaite de ma réponse. D'ailleurs, ai-je ajouté, regardez ce que je suis devenue quand j'ai cessé de leur permettre de définir ma valeur. Après le départ de Sarah, j'ai traversé ma maison. Vraiment ma maison maintenant, décorée selon mes goûts, organisée autour de mes priorités. Dans l'atelier d'art, j'ai découvert ma dernière peinture, un autoportrait d'une femme debout en pleine lumière. Son visage tourné vers l'avenir. La femme sur le tableau ne ressemblait en rien à la veuve en deuil qui avait emballé sa vie dans 2 valises 6 mois plus tôt. Cette femme avait l'air puissante, indépendante, sans peur. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait appris que la meilleure vengeance n'est pas de se venger. C'est de devenir tout ce que vos ennemis n'ont jamais pensé que vous pourriez être. Dehors, le soleil se couchait derrière des arbres que j'avais plantés moi-même, dans une terre qui m'appartenait, sur une propriété que j'avais défendue par l'intelligence et le courage plutôt que d'en hériter par le mariage ou la naissance.
Demain, je continuerai à construire la vie que j'avais choisie plutôt que la vie que d'autres avaient planifiée pour moi. Et si Chloé voulait reconstruire une relation avec cette femme, elle ferait mieux d'apporter bien plus que des lettres de prison et des excuses creuses. Elle ferait mieux d'apporter une transformation complète, une qui corresponde à la mienne.